Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes motivé. Je crois qu'on a beaucoup d'informations à échanger et à débattre surtout. 4 questions d'introduction avec vous. D'abord, une première question d'actualité, parce que ces dernières semaines, alors avec le débat législatif d'une part, mais aussi tout ce mouvement social en France, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une sur la planète santé. Peut-être avoir votre commentaire, position, sentiment sur ce plan urgence de Madame Buzyn, sur les soins non programmés. Comment vous voyez les choses? Je vous poserai aussi la même question sur les CPDS, puisque ce sera l'un des sujets qu'on abordera aujourd'hui. Alors, sur le pacte de refondation... Alors, d'abord, bonjour à tous. Oui, dites bonjour à la présidente. C'est quand même essentiel. Bonjour, Madame la présidente. Oui, sur le pacte de refondation des urgences, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire, mais c'est peut-être pas le moment de le dérouler dans ces 12 propositions, mais peut-être d'en parler de façon assez générale, et puisqu'on est là, nous, médecins libéraux aujourd'hui réunis, c'est peut-être de dire 2 mots sur la façon dont il est ressenti et perçu par la profession. Et je pense que là, du coup, je reprendrai le mot dubitatif. Oui. On est dubitatif, pourquoi ? Parce qu'il y a probablement des mesures qui sont bonnes dans ce pacte et d'autres qui nous inquiètent. Alors, peut-être pour commencer par le positif, la bonne, c'est la réforme de la T2A, dont on sait que ça a été un obstacle majeur dans l'avancée d'expérimentation, d'organisation sur les territoires. Et on sait que la T2A a été un obstacle permanent, je dirais, au déploiement d'initiatives dans les régions. Et puis, peut-être qu'il est considéré, pas peut-être d'ailleurs, je crois qu'il est considéré par les médecins libéraux comme très hospitalo-centré et qu'on reste vraiment sur notre faim, nous, médecins libéraux. Pourquoi hospitalo-centré ? Puisqu'on nous prépare un SAS, service d'accès aux soins, à travers un numéro unique santé, qui pose un vrai problème pour nous médecins libéraux, parce que je crois que c'était l'occasion, en proposant une refondation des urgences, c'était l'occasion justement d'identifier pour nos patients, pour les usagers de notre système de soins, eh bien une filière qui est de ville, pour toutes les pathologies qui relèvent de la médecine de ville, et que c'est peut-être un rendez-vous manqué. Nous aurions évidemment, nous souhaitons, et peut-être que ça n'est pas perdu, vraiment pouvoir baliser ce parcours de soins qui est absolument indispensable pour le patient. Et je crois qu'il y a des représentants des usagers ici avec lesquels on a déjà échangé. Et je pense que les patients sont en capacité de faire la différence entre ce qui relève de l'urgence vitale et ce qui est une demande de soins inopinée, non programmée, et qui relève du médecin généraliste de ville. Sur les communautés professionnelles territoriales de santé, donc c'est le premier sujet qu'on va aborder dans quelques minutes. Où mettez-vous le curseur de l'encadrement, puisque les CEPAM vous imposent des manières de faire. D'ailleurs, alors je ne fais pas de la dénonciation, mais tout à l'heure on recevra la directrice de la CEPAM. Je discutais avec elle au téléphone. Elle est déjà là ? Où ? Ah, vous êtes là ? Non, tout à l'heure, vous. Tout à l'heure. Tout à l'heure, Sylvie. Tout à l'heure. On aura l'occasion. Non, mais il y a un des sujets, c'est l'organisation de la profession. Vous exprimerez là-dessus. Quel pied dans la porte, quelle place vous voulez garder par rapport à ces communautés qui se mettent en place ? Alors, je crois que ce n'est pas la CEPAM qui nous impose. Ça a été quand même une négociation conventionnelle, je le rappelle. Et je suis sûre que Sylvie n'aurait pas manqué de nous le rappeler. Donc, vous l'appelez Sylvie, en plus. Mais très clairement, d'une très bonne idée au départ, et on en a souvent échangé, que ce soit avec l'ARS, avec toutes les instances, tous les institutionnels qui sont impliqués dans ce sujet, d'une très bonne idée au départ, et on partait sur quelque chose de souple, où on avait la conviction qu'il fallait embarquer la profession dans ces structures. On est quand même arrivé à quelque chose d'un peu plus contraint, qui inquiète, non pas qui inquiète sur le principe, mais nous qui nous inquiète en tant que
représentants encore de la médecine de ville, parce que ce qu'on craint, c'est que les médecins ne s'y engagent pas. Alors on sait qu'il y en a qui sont très impliqués, très optimistes, très engagés, et puis il y a tous les autres. Donc là, on a un vrai challenge, on le sait, d'embarquer la profession et les professions, puisqu'il s'agit bien de communautés professionnelles territoriales. Il n'y a pas que les médecins, même si on va beaucoup parler de médecins aujourd'hui, c'est notre journée. Mais je crois que cet étau, peut-être, de l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, peut être un frein. Parler d'étau. Oui. Oui. Bon, on y reviendra avec les deux témoins qu'on recevra tout à l'heure. En 2 mots, l'objectif les enjeux de cette journée. Je crois que les enjeux de cette journée, ils sont à la fois très simples et ambitieux. C'est tout simplement, la première chose, c'est présenter à tous les travaux. C'est l'objet de cette journée. Et ça bosse. Et ça bosse, je peux vous le dire, je confirme, ça bosse. Et puis c'est l'occasion aussi, je trouve, parce que se congratuler, dire qu'on fait beaucoup de choses, qu'on les fait très bien, que tout marche très bien, je trouve pas ça forcément plus intéressant. Je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de mettre les problèmes sur la table aujourd'hui et de pouvoir parler franc, parler à nos institutionnels qui sont présents et qui nous ont fait l'amabilité d'être présents. Je crois que vraiment là, c'est l'occasion d'échanger et de dire les choses, de dire ce qu'on pense et de poser les difficultés. Et c'est aussi une journée de production, mesdames, messieurs, parce qu'il y a un journaliste avec nous, on filme tout, on va en faire du matériau qui sera à votre disposition, et ce que vous allez aussi produire sera très précieux pour faire avancer les dossiers. Dans ce contexte complexe de la santé dans notre pays aujourd'hui, elle est bousculée à tous les étages. Quelle marge de manœuvre vous avez, vous, organisation professionnelle, pour faire bouger les lignes? Et quels leviers vous pouvez activer, si vous pouvez les activer? Alors, les marges de manœuvre, elles existent. Et je dirais qu'elles sont très territoire dépendants. On observe, pour rencontrer beaucoup mes collègues des autres régions, que c'est très territoire dépendant. Nous en parlerons cet après-midi avec M. Lannelongue et Mme Mention. Et on voit quand même que dans le Grand Est, on peut faire bouger les lignes. Alors, on ne les fait jamais bouger aussi loin qu'on le voudrait, bien entendu. Et puis, il y a quand même, je dirais, une politique publique qui vient d'en haut. Et celle-ci, ni l'ARS, ni la CEPAM ne peut agir dessus. Mais on peut faire bouger les lignes. On a travaillé depuis 4 ans sur les gouvernances de toutes ces structures qu'on met en place, structures régionales d'appui, PTA, CPTS. Je crois que l'Union, vraiment, a eu à cœur de s'impliquer et justement de faire bouger le curseur chaque fois qu'il nous semblait nécessaire de le faire bouger, afin que réellement la médecine de ville trouve toute sa place et que l'Union garde un regard, je dirais, sur le long terme. Ça, c'est un enjeu pour nous, un regard sur le long terme sur tout ce qu'on construit. Parce que si c'est juste intervenir là, maintenant, on amorce, on dynamise et puis ensuite on ne voit plus rien. C'est un sujet qu'on abordera encore une fois cet après-midi. Il est important pour nous d'accompagner et de garder de la visibilité sur tout ce qu'on construit, parce que c'est quand même l'avenir de nos collègues qui est en jeu. Je pensais aussi à un sujet dans la pratique de mon métier. Moi, il y a 2 métiers qui m'impressionnent toujours. Ce sont les professionnels de justice et les médecins, parce que ça touche vraiment à l'humain, au plus profond du corps et de l'âme, j'allais dire, de la personne. Votre métier aujourd'hui, est-ce qu'il a encore des rêves? Est-ce que vous avez encore des oui, les brutales questions, mais des idéaux? Je dirais, je ne sais pas si je rêve. Moi, je ne suis pas Martin Luther King, et je n'ai pas sa capacité de discours ou de grandes phrases, certainement pas. Mais si on n'a pas des rêves, on a des attentes. Et puis, peut-être de se dire que le fondement même de la médecine de ville, de la médecine libérale, c'est le libre choix du patient, de son médecin. Et méfions-nous, je pense que, en tout cas, c'est l'essentiel probablement de notre motivation. Et la clé de voûte de la médecine libérale, c'est que ce soit toujours préservé. Et dans les organisations qu'on accompagne et qu'on construit depuis quelques années maintenant et qui vont se poursuivre là dans les années qui viennent, gardons bien ça en tête. La médecine libérale,
c'est le libre choix avant tout du patient, de son médecin. Voilà. C'est bien, je le note, hein, on l'aura en toile de fond de nos échanges sur toute cette journée. Alors, je vous disais qu'on n'allait pas s'ennuyer, un programme chargé autour de 5 postures intéressantes. L'union fait la force, vous l'avez déjà plaidé, hein, ensemble, et plus que jamais, le ensemble est nécessaire au service du patient. On parlera également d'innovation. Vous en portez, et cette région est en pointe sur pas mal de champs. On verra aussi cet après-midi les pistes d'action pour l'avenir, pour votre avenir. On travaillera sur l'amélioration de la prise en charge des patients. Et puis, une de vos vocations aussi, c'est de transmettre, hein, à vos pairs. Voilà les grandes parties de cette journée. Alors concrètement, ce matin, on aura une première pause à 10h30. Elles sont très courtes, les pauses, hein, un quart d'heure. Hein, donc, je compte sur vous. Et on se retrouvera ensuite à 12h30 pour le déjeuner. Merci beaucoup.